comme d'habitude, ce soir, on a deux grands invités qui nous ont fait l'honneur de venir. Nous sommes vraiment ravis. On va les présenter un par un. Dans la première partie, on a Dr Ali Afjei, un ami de longue date qui est là, qui est un homme exceptionnel. Et Dr Shahab Fajak, qui est aussi un ami qui est médecin spécialisé dans la médecine physique et rééducation à l'hôpital Henri Mondor, et à qui je crois perd moment à ses compétences. Donc, et comme il connaît bien Ali, ce soir, c'est Shahab qui va présenter Dr Afjei. C'est pas une très bonne idée, mais enfin. Je te laisse présenter Dr Afjei. Merci, Jonathan. Merci. Chers amis, chers compatriotes, je vais essayer de présenter. J'ai une présentation très rapide de Ali Afjei qui va durer 5 minutes, mais je vais la faire en bilingue. D'abord en français et en persan, comme ça tout le monde sera content, ceux qui ne sont pas à l'aise en persan ou en français comprendront. Vous m'excuserez, je ne suis pas aussi bon en persan qu'en français, mais je ferai de mon mieux. خب هموطنان دوستان عزیز، من 5 دقیقه دکتر افجعی رو معرفی میکنم به دو زبان، چون بعضی درخواست میکنم به فرانسه، بعضی به فارسی سعی میکنم به دو زبان بگم که همه راحت باشن. اگر فارسی به خوبی فرانسه نیست معذرت میخوام، چون 40 سال اینجا هم باشه. Bon, donc Ali Afjei était à la fac avec moi de 84 à 94 à la faculté de médecine Saint-Antoine dans le 12e. On a fait toutes nos études ensemble. Donc ما با ایشون 10 سال از 84 1984 تا 94 دانشگاه سنت آنتون در پاریس 12 بودیم، با هم درس خوندیم. همه رو نگو. Depuis tout petit, c'est-à-dire depuis la fac, il était dans l'humanitaire. À l'époque, il avait monté une association qui s'appelait Ali Gâteau, et non pas Alligator, pour vendre des gâteaux pour financer des projets humanitaires, dès tout petit, dès la 2e, 3e année de médecine. ایشون اصلا سال دوم سوم پزشکیش یه اسوسیاسیون درست کرد به نام علی گاتو به اسم خودش دیگه طبق معمول و که شیرینی میفروختن که پروژه های انسان دوستانه رو فینانسه کنن. ببخشید فینانسه به فارسی دیگه. Après, il a fait des diplômes de médecine d'urgence et de catastrophe, médecine du sport, et par ailleurs, comme il aime beaucoup étudier, il a fait un MBA, Master of Business Administration, de l'École nationale des ponts et chaussées, et également en Philadelphie. بعدش ایشون چون خیلی پزشکی درس خوندی بودن، خیلی به درس خوندن علاقه داشتن، سالها درس خوندن، هم تخصص پزشکی اورژانس و کاتاستروف دیگه فارسی نمیدونم چی میشه و بحران ها رو گرفتن، هم تخصص پزشکی ورزش و علاوه بر این رفتن یه MBA یعنی مستر از میشن اکول ناسیونال پون شوسه فرانسه در رابطه با دانشگاه فیلادلفی هم گرفتن. این از نظر فرماسیون. Ça c'était sa formation. از نظر کارهای شغلی، زمینه‌های شغلی par rapport à son projet professionnel. Donc il a fait médecin Paris Dakar 1997, 98, 99 et 2000. ایشون بعد پزشکی پاری دکار بودن 4 سال پشت سر هم از 1977 تا 2000. بعد après il a intervenu dans le tremblement de terre de l'Inde pour ceux qui s'en souviennent en 2001 et dans le tsunami d'Asie du Sud-Est en 2004. بعد ایشون در زلزله هندوستان 2001 به هندوستان رفتن بعد از زلزله، بعد از تسونامی که باز فارسیشو نمیدونم در آسیا شرقی 2004 اونجا هم باز یه مدت اونجا برای بدون پزشکی اورژانس کار. Par ailleurs, du point de vue professionnel, il est praticien hospitalier nommé à l'assistance publique hôpitaux de Paris, à Ambroise Paré, Saint-Louis de 1993 à 2004. ایشون 11 سال در بیمارستان دانشگاه پاریس کار میکردن. Après, il a fui l'assistance publique comme beaucoup. Il est allé à la clinique Paris 2 dans le 78 où il était responsable des urgences et il travaille là-bas depuis 1998, soit 21 ans. بعد ایشون از اسیستانس پوبلیک مثل خیلی از پزشکا فرار کردن. البته من هنوز اونجا هم دارم چیز میکنم، je critique mais j'y suis encore. رفتن بخش خصوصی و رئیس بخش اورژانس کلینیک بیمارستان خصوصی پالی 2 شدن تو 78 ایولی. 21 ساله که اونجا مشغولم که بسیار بیمارستان و بخش اورژانس جالبه، منم ویزیت کردم. Alors, j'ai presque fini. Dans les projets accomplis, il a fait 2 choses très intéressantes. Il a monté en Iran de 1995 à 2000 un projet qui s'appelle Novak, il vous en parlera lui-même beaucoup 10 fois mieux que moi,
c'était l'idée de créer la spécialité médecine urgence et catastrophe et aussi monter un SAMU iranien. Parce qu'il n'y avait pas de SAMU en Iran à l'époque. Maintenant, je ne sais pas comment c'est lui qui va vous l'expliquer. À l'époque, il n'y avait que des ambulances avec infirmiers en Iran. Maintenant, je ne sais pas. Ali le sait, il va vous l'expliquer. Où sommes بعد ایشون یک پروژه با اورژانس‌های ایران بین سال 1995 تا 2000 شرکت کردن برای به نام پروژه ناوک که هم سمی ایران تأسیس کنن هم دیپلم مدیسین اورژانس و بحران‌ها رو اونجا ایجاد کنن تدریس کنن. متشکرم. Le dernier projet qu'il a fait, c'est une création d'une moto médicalisée en collaboration avec les SAMU du Japon, de France et d'Iran qui s'appelle ECB, Emergency City Bike, qui est en cours depuis 2011, donc il va nous en parler. آخرین کاری که کردن ایشون یه موتور مدیکالیزه به مثل سامو که با همکاری سامو پزشکی از 2001 به نام Emergency City Bike پروژه کار کردن هم با سامو فرانسه، ایران و ژاپن و خودشون توضیح میدن که دیگه آخرین حرفی که میخوام بزنم، la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il a écrit 2 livres aussi, comme c'est un polémique du travail, un hyperactif, comme il avait rien d'autre à faire entre minuit et 4 heures du matin. Il a écrit Le Burnout, le vrai du faux en 2007, et je sais plus quelle édition. Il est là, mon copain qui a écrit avec moi, c'est François Michalon. C'est sur la Providence. Avec lui, on a fait un livre qui s'appelle, c'est spécialisé surtout sur le stress. Voilà. Sportif, manager, etc. Mais aussi des urgentistes et des soignants aussi. Voilà. Et la dernière chose qu'il a fait, il a écrit Yuki le petit panda, destiné aux enfants à titre anti-stress en 2009, et il envisage une traduction en persan. Donc, ایشون 2 تا کتاب چاپ کردن به نام Burnout, le vrai du faux 2 سال پیش و 10 سال پیش Yuki le petit panda برای بچه‌ها که ضد استرس باشه و در پی ترجمه فارسیشون هستن. خیلی متشکرم. ببخشید وقتتون رو گرفتم. میذارم علی افجاری به شما صحبت. Merci Michel, merci. Anche la signora dalla razza, la suite, خیلی خوشبختم که با شما هستم. Je vais faire la présentation quand même en français parce que c'est comme ça que c'est l'habitude. Merci beaucoup à Shara. Et donc on était en classe ensemble, c'est pour ça qu'il a pris tellement de temps à mon avis, mais c'est sympa. Je te remercie beaucoup. Merci à Mélan aussi de m'avoir invité. Merci à tous. Je vais faire les remerciements après autour du dîner. Donc je ne vais pas perdre du temps là-dedans comme un bon urgentiste. Je vais aller droit au but. Alors donc en fait on voulait vous présenter un petit peu les systèmes d'urgence qui existent en hospitalier ou en pré-hospitalier. Les bimolestani, la piche bimolestani, la force on a écrit Rachin, donc c'était donc mon idée de vous présenter un peu ce qui se passe. Comme il y a beaucoup de problèmes, mais pas que en Iran, dans tous les pays et en France encore plus actuellement. Donc j'ai fait une petite historique. On va faire rapide, mais il y a des choses très intéressantes aussi que j'ai découvert. Donc si ça vous intéresse un petit peu, vous allez voir comment ça a été fait au long des années. Je ne suis pas remonté trop loin non plus parce que les urgences ça existe depuis tout le temps. همیشه urgence boudée وجود داره دیگه که الان کمی spécialisé شده mais ça existait toujours. Donc ça vient du latin en fait urgere, ça veut dire un besoin pressant. C'est-à-dire pour ceux qui savent peuvent pas attendre pour faire pipi, vous comprenez très bien comment ça se passe. C'est ça l'urgence, d'accord? Donc du latin urgere qui ne peut attendre, mais je crois que mon prof disait exactement la même chose. Alors il y a des urgences médicaux, chirurgicaux, traumatologiques, etc. On verra ça. Je l'ai mis comme ça en titre, avec l'historique. On va passer... Alors, j'ai des diapos qui sont un peu lourds, etc. Mais je pense qu'il y a des petites lectures sympas. Mais c'est pas la peine forcément de regarder la lecture à fond. Mais disons que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les urgences lourdes ou ressenties, etc. Parce qu'au début, les urgences... ils n'étaient pas acceptés comme ça. Il y avait, si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent très bien en 1960-70, la réponse officielle est le malade ou l'accident qui se présente en dehors des heures de consultation, d'accord? Donc il venait parce qu'il avait besoin de voir quelqu'un. Ensuite, petit à petit, donc c'était pour lui urgent, mais c'était pas forcément dans la consultation, c'était en dehors. Mais il n'y avait pas de médecins qui travaillaient beaucoup en dehors des consultations aussi. Hein. Ils n'étaient pas en train d'attendre pour des raisons économiques, culturelles, etc. On verra ça après. Mais 10 ans plus tard, la définition s'étoffe et ils disent que les gens aussi, l'urgence ressentie.
C'est-à-dire que c'est plus nous qui décidons, c'est le patient qui décide qu'est-ce que c'est que l'urgence quasiment. Parce que ça peut être grave. Alors, ils ont parfois raison, hein, et parfois ils ont tort aussi, beaucoup de fois, ils ont tort d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est pas de la démagogie, c'est pas non plus de la réalité, mais bon, c'était urgence ressentie, plus les urgences lourdes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les urgences lourdes, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, d'accord? Ça veut dire quelque chose qui est grave, bon, qui ne peut pas attendre, je vous l'ai dit. Petit à petit, en 89, il y a des systèmes d'urgence qui se mettent en place, il y a des lois, des obligations, etc. Il faut qu'il y ait des médecins urgentistes peut-être, ou pas. Il faut un local dédié à ça, oui ou non. Bon, en tout cas, les structures d'urgence sur le territoire national, ils commencent à augmenter dans les années 93-96. C'est là que moi j'arrive aussi d'ailleurs, en 97 et 18 quand on avait presque terminé. Non, c'était avant, pardon, 93, donc on était là. Et d'ailleurs moi j'ai créé le syndicat des urgentistes avec Patrick Pelou, qui était un copain de classe aussi. Mais nous avions des divergences de vues sur la politique, donc nous sommes séparés, mais je le connais très bien, c'est un copain. Donc on était 3. On était 5 ou 6 avec les copains à Saint-Antoine en 1997, en septembre, et on a créé le syndicat français de médecine d'urgence, c'est-à-dire avec lui. Et puis il y avait le Minitel, je me rappelle, il y avait plein de choses uniquement qu'on faisait comme ça, j'écrivais les textes et tout ça, on envoyait, on a fédéré tous les urgentistes petit à petit. Donc, vous voyez, on fait partie de la réalisation des syndicats d'urgence française aussi. Et puis après, donc, il y a eu un autre décret, structure, territoire national, etc. Donc je passe vite, mais je voulais juste dire que c'est un bienfait, c'est vrai, mais quand on commence à avoir des lois ou des obligations, on va forcément avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'il va y avoir des budgets, des dépenses. Donc c'est toujours bien de faire bien, de dire voilà, il faut voir le malade comme ça. C'est comme quand vous dites à vos amis qu'il faut recevoir le patient bien... gentiment, et qu'il faut laver les mains, etc. Oui, tout le monde trouve ça bien, mais est-ce que vous avez de quoi pour nettoyer les mains? Est-ce que vous avez de quoi les recevoir bien? Est-ce que vous avez des box pour les recevoir bien? Tout ça, c'est toujours en retard par rapport aux volontés des gens. Vous voulez tous faire bien pour vos enfants, ok? C'est pareil. Est-ce que vous avez les moyens de faire tout bien pour vos enfants? Ça vient toujours un peu après. Donc, pour les urgences, c'était pareil. Donc, les débuts des ennuis commencent, mais on en parle après. Je vais un peu plus loin maintenant, je parle des Bimoleston, des hôpitaux, pour nos amis français aussi, Bimoleston, ce sont des hôpitaux, les Malestronais, les Bimoleston, sont des mots, je voulais dire simplement, sans remonter très loin, qui étaient de la langue à la vie et persane, ancienne. Et cette terminologie existe dans les livres qu'on dit arabo-musulmans, etc. Donc il y a bien une influence iranienne et persane sur le monde de la médecine. Mais vous le savez peut-être beaucoup mieux que moi, mais en tout cas je voulais le souligner quand même. Et il y avait déjà des endroits dans ces Bimolestan qui recevaient du monde n'importe quand, divisés en 4 parties, avec généralement bien organisés pour des épidémies, pour les traumatologies, surtout c'était ça. Et donc se construisent petit à petit avec la volonté des chats, des vazirs, des puissants, etc. Et dans l'islam, c'est toujours très bien vu de faire de la médecine. C'est pas comme une obligation, c'est plutôt un désir de dire moi je suis quelqu'un de bien. Alors là, پول میدن به مسجد و بیمارستان از این چیزایی که قدیم بودش جزء یکی از خواستهای ماست که توی ایرانی‌ها که بیمارستان درست کنن خیریه بکنن. Donc c'était pas une obligation de faire des bimaristans, c'était une vraie volonté. On voulait faire des choses bien. De tout temps, le sort des blessés. Alors après, en Europe, c'était plutôt le sort avec les batailles et la charité. On voulait faire du bien aussi, mais il y avait une autre façon de faire qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire qu'on trouvait les urgences ou les hôpitaux, c'était des choses pour les pauvres. On ne voulait pas aller dans les hôpitaux, c'était mal vu d'aller dans les hôpitaux. C'était plutôt le médecin qui devait venir au chevet du roi, etc. etc. D'accord ? Donc c'est un petit peu, je voulais quand même le souligner, c'est pas la même culture. Les révolutions industrielles et les guerres, c'est ça qui va commander les urgences, essentiellement en Europe. Et nous étions très en avance en Orient
avec les hôpitaux et la médecine. À partir du 15e, 16e siècle, il y a eu un déclin, on verra pourquoi. Et à l'inverse, en Europe, il y a eu un renouveau. Et on va arriver petit à petit aux urgences quand même, mais c'est des choses à savoir qui sont très intéressantes. Et on va voir que rien n'a été inventé. Il y avait toujours les mêmes problèmes il y a 3, 4, 5, 6 siècles. Et je vais vous donner quelques petites choses amusantes après pour aller un peu plus loin avec le vrai du sujet. La médecine en Europe vient en 1800-1850 avec l'ANEC, le stéthoscope, les cliniques et tout. Et il est possible de solliciter une admission d'urgence en dehors des heures. D'accord? Donc vous le voyez ici de consultation, grâce à l'internat et l'externat qui sont créés. Parallèlement, des postes de secours s'ouvrent sur les lieux les plus dangereux. Alors il y avait les berges de la Seine pour les noyers, les abattoirs, les aciéries, les gares, et ils se multiplient avec l'adoption des premières lois. Donc vous voyez avec les assurances, donc il y a l'économie toujours, la pression de l'industrie, des accidents, et puis les guerres aussi. Je remonte un tout petit peu ici, parce qu'en disant que avec les guerres, les industrialisations, viendront les problèmes de santé publique, comme aussi leurs urgences, malheureusement. Hein. Plus vous faites des nouveautés, il y a des nouveaux problèmes qui arrivent. Donc les guerres commandent tragiquement l'urgence. L'arrêt, par exemple, c'est au moment de Napoléon, un petit peu avant. Donc ils ont inventé des ambulances volantes. Dupuytren, l'Hôtel-Dieu, adopte lors de la bataille de Paris 14 le typhus. Vous voyez, c'est les guerres, les épidémies. Les guerres, les épidémies, et puis l'industrialisation. Et puis il y a des pathologies de santé publique. Donc, on est bien obligé, les gouvernements sont bien obligés d'y prêter attention et de changer les choses. Alors, les bons problèmes depuis longtemps, regardez, ça c'est des trucs drôles. Alors, chargés de la sécurité, les municipalités sont préoccupées du manque de médecins la nuit ou le dimanche. C'est en 1876, donc donc sous la pression de l'opinion publique, un service nocturne est réclamé par pétition, mais c'était à l'angle, presque. Bon, enfin bon, nous on fait nos gardes. 1868, la presse, regardez ce qu'il dit. Les femmes enceintes décédées du fait de l'impossibilité, il y a eu un problème, et par décret, le préfet de police impose un système qui n'est pas rappelé les réquisitions, mais c'est réquisitions. Mais je vous le docteur bien, c'est que docteur notamment pour le problème économique comme d'habitude. Les familles sollicitaient les policiers du commissariat et la police amenaient le médecin. Et venez monsieur, vous devez venir aider. Et le socialiste, donc ils sont réquisitionnés. Donc l'affichage dans les commissariats avec les noms des médecins disponibles, donc les gens allaient voir, tiens, il peut venir pour l'urgence, et garantissaient pas leur mobilisation parce qu'ils étaient quasiment pas payés, et les policiers rémunéraient même les médecins pour leurs clients insolvables, parce que sinon c'était mal vu pour le gouvernement, quoi. Donc, les trésoriers, ils faisaient des trésoriers. Maintenant, ça m'étonnerait que la police nous paye nous, mais enfin voilà. Alors des campagnes de presse dénonçèrent les abus. Les policiers auraient même amené des ivrognes ou de faux malades, les dérangeant inutilement. Ça nous rappelle les urgences aujourd'hui. Bon, petit clin d'œil historique, regardez. Voltaire, Zola. C'était juste dans Gervaise, regardez. En prêtant cette exclamation à l'héroïne. Non, non, pas à l'hôpital. Quand le brancard arrivait enfin et qu'on parlait de partir pour l'hôpital. Donc jusqu'au 19e siècle, le seul fait de solliciter une admission à l'hôpital est une présomption de misère. Un synonyme de mendicité. Vous voyez un peu, c'est terrible. Longtemps restait le seul hôpital de la capitale, l'Hôtel-Dieu, inauguré en 660, offre par la charité créée une assistance aux pauvres, aux voyageurs étrangers, ils reçoivent des secours, etc. Bon, je passe vite fait, parce que j'ai d'autres choses à vous raconter, mais c'est intéressant, je vous le ferai passer le petit texte. Louis XIV, créé en 656, regardez, et la pitié des enfants, pour les femmes, la salpêtrière, et Bicêtre pour les hommes. C'est exactement comme en Iran. Donc vous voyez, les femmes, les hommes, bon je plaisante, mais... Alors, donc, pour les renfermements des pauvres, mendiants de Paris et des faubourgs, Voltaire caricature les salles communes dans ses hôpitaux, regardez ce qu'il dit. Ramas de toutes les misères humaines dont la vue est si humiliante pour l'orgueil et si révoltante pour notre délicatesse. Ça, c'est les urgences de l'époque. Voilà. Après, alors New York puis Paris. Alors vous croyez que c'est Paris, etc. Mais non, parce qu'à New York, comme ils étaient un petit peu en avance au 19e siècle, ils avaient fait des ambulances. Et la ville de Paris a voulu refaire. Et Victor Hugo en parle. Il a même soutenu le fait il faut faire des ambulances à l'américaine. Donc,
on continuera, et vous voyez, monsieur est conseillé par la raison et par des nouveautés dans le transport rapide des blessés, mettra néanmoins 8 années à s'imposer. Et après, on va revenir au SAMU, mais je vais vous parler juste de ça. Alors, les guerres, alors la guerre de 1920, 30, etc., 18, pardon, 14, 18, 40, ça, et on arrive jusqu'à maintenant avec, juste pour vous dire, parce que c'est intéressant, police secours, en 1928, et on peut avoir le 17 et le 18 après, reste à la charge des hôpitaux, passe en 10 ans sous la coupe de l'État, en 1941, d'accord? Avant, non. Qui veut des centres de soins ouverts à tous, et non plus réservés aux défavorisés, donc ça fait pas longtemps, vous voyez. Avant, c'était que les défavorisés. Il faudra cependant attendre 58 pour la création de la sécurité sociale, bon, donc toujours l'histoire des volontés et de l'argent, pour que la médecine hospitalière soit entendue comme une pratique médicale à plein temps, vous voyez, avec des médecins salariés. Tout le rêve, quoi, les médecins salariés, n'est-ce pas, Charles? Bon, voilà. Moi, je suis en privé maintenant. Bah, donc, urgence, SAMU, SOS. Les progrès techniques confortent les urgences. Les chirurgiens et leurs traumatologistes sont bientôt supplantés par les réanimateurs. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y avait des chirurgiens, il y avait beaucoup d'urgences, c'était la chirurgie. Et petit à petit, les réanimateurs ont pris cette partie-là. Eux, ils étaient très contents parce qu'ils n'étaient pas nombreux d'abord. Et puis, il y avait du travail matin, midi, soir, etc. Le 15 août, donc j'en passe. Et donc, au début, ils étaient très contents. En SOS médecin apparaît en 67. Je vous raconterai quand même SOS médecin, c'est drôle aussi. Je l'ai écrit après. C'est un monsieur qui avait eu une fuite avec le plombier qui est venu avec SOS plomberie. Et son malade, lui, il était mort d'un infarctus et d'un problème cardiaque. Donc il a voulu créer SOS médecin, comme parce qu'il avait vu SOS plomberie. C'est marrant. Et pas bête, hein. Donc, alors, regardez, en 72, le SAMU est créé. Alors le SAMU, je vous dirai ce que c'est, mais vous le savez, service d'aide médicale urgente, c'est un centre de téléphone. Les SMUR, c'est de l'ambulance. SAMU, c'est un téléphone. Voilà. On va le dire comme ça pour faire simple. Et il y a 8 ans plus tard, il reçoit toutes les 3 minutes un appel. Un appel toutes les 3 minutes. Donc on est tranquille, on peut aller boire un café pendant 3 minutes. Et là, il y en a 833 000 appels aujourd'hui. 2,6 millions d'appels sur les 4 plateformes de la PHP. Il y a 92, 93, 94 et 75. Il y a 2 600 000 appels. Les petits hôpitaux sont alors presque tous dotés de services dits à la porte. C'est pour ça qu'on appelle ça service porte. Parce que c'est les gens qui rentraient. Et donc, c'était les urgences par la porte. Et de petites chirurgies, hébergement provisoire. Les médecins urgentistes ont d'abord reçu un accueil favorable. Puis après, ils ont embêté tellement tout le monde qu'il commençait à avoir trop de monde qu'après, ils ont foutu un bins pas possible à l'hôpital. Il y avait les places, l'amont, l'aval, etc. Donc, ça devenait plus compliqué. Préhospitalier, on peut toutefois constater que jusqu'à la fin du XIXe siècle, j'ai mis la médecine la plus efficace sera toute une médecine de type chirurgical. À l'époque de Napoléon, ils ont commencé à faire des petites charrettes. À la retraite de Russie, et même l'empereur lui-même s'en a été enquéri, et mettra en œuvre d'ailleurs pour se faire des ambulances médicalisées qui prendront en charge les blessés. Et regardez comment on va faire. À l'avant et à l'arrière. Et là, il y a une culture, c'est pour ça que je vous raconte ça, parce qu'on ne peut pas exclure la culture du pays avec la médecine du pays, et les urgences du pays, encore plus, parce que vous allez voir comme après, il y a l'argent aussi, la géographie et l'efficacité. Je les ai fait rapidement, mais vous allez le comprendre. Les blessés devaient attendre, vous savez, quand il y avait des guerres, on n'allait pas chercher les blessés. Les soldats, ils pouvaient mourir à cause de ça, c'est juste parce qu'on n'allait pas les chercher. Et donc, ils ont inventé des ambulances volantes. Donc voilà, ici, vous voyez, des ambulances volantes qui étaient comme ça. On pouvait les mettre 2 ou 3, l'un à côté de l'autre. Et ça, c'était pour aller les chercher. Vous voyez, c'est un vrai tableau avec la porte, etc. Et là, on a inventé l'autre méthode. Regardez, même en France, ils ont inventé ça. C'était pour ramener le blessé en arrière. Et ça, c'était pour aller sur les champs de bataille et amputer les gens ou cautériser. Et ça, la campagne d'Égypte, vous les blessés transportés à d'autres chameaux aussi, dans des nacelles individuelles. Donc c'est très intéressant. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Les 2 grands systèmes d'urgence hospitaliers, qu'est-ce qu'ils sont? Vous les savez tous, en Iran, au Liban, aux États-Unis. Comment ça se passe? Vous connaissez un médecin,
Donc vous avez une urgence, vous appelez le médecin. Alors, ça a changé un petit peu, mais vous appelez son médecin. Alors, il est rhumatologue. Ah, je suis le patient du docteur machin, d'accord? Mais qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai mal dans la poitrine et je fais un infarctus, d'accord? Et tout ce que docteur, vous dites, Zangizadine, mais tout ce que vous mal, Zangizadine, rhumatologue, un moché, des dates, je suis à mais je me connais, spécialité de ça s'appelle une urgence un tout petit peu téléphonée, quoi, en gros. D'accord? Alors c'est très efficace hein, quand les gens connaissent tout le monde. Et nos médecins, avant, avaient énormément de réseaux. C'est-à-dire que tu lui demandes, est-ce que tu connais pas un tel? Ah bah oui, moi je le connais, ainsi de suite, je vais l'appeler tout de suite, il va descendre. Alors au Liban, par exemple, dans les 70, 80, 90, j'étais allé aussi pour faire des urgences, on nous avait invités. C'était comme ça, on ne pouvait pas avancer parce que le malade qui venait à l'accueil, parce que c'est aussi une question économique, bien sûr, et ben on devait téléphoner avec son médecin référent, même à l'hôpital. Pas, je parle pas en ville. Hein. Donc, en intra-hospitalier, un malade, c'est un médecin, etc. Ils sont référents. Un malade anonyme, alors qu'en France, le service qu'on a créé avec les urgences, c'est quoi? Alors en Iran, c'est un peu pareil. Hein. Vous appelez le copain que vous connaissez. Et moi, je suis. En plus, ils aiment bien les Iraniens connaître les gens. Moi, je connais un tel, je suis passé avant. Donc, voilà. Donc c'est toujours. c'est un peu comme ça le système. Donc le malade en France, anonyme avec un service hospitalier, travaillant selon un mode horizontal et relié aux spécialistes. Alors c'est les urgentistes qui emmerdent, excusez-moi, mais tous les autres spécialités. Mais c'est vrai, parce qu'on est aussi embêtant comme ça, parce qu'on n'arrête pas d'appeler. Alors il y a des jeunes qui ne savent pas tout gérer, il y a des donc ils appellent tout le temps pour avoir des avis. Donc vous connaissez, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui travaillent dans les hôpitaux, ils vous harcèlent un petit peu. Alors quand quelqu'un a plus de bouteilles, il va essayer de régler le problème. À chaque fois qu'il y a une angine, il ne va pas appeler l'ORL. Bon. Donc c'est la même chose, un peu pour simplifier. Donc ça, c'est le mode horizontal spécialiste en France. Les deux grands systèmes des systèmes d'urgence préhospitaliers aussi. Alors c'est là qu'on rentre un peu, si vous connaissez les deux systèmes qui marchent toujours, c'est le système anglo-saxon et le système franco-germanique. Alors l'un, c'est on amène le malade vite, le plus rapidement possible, à l'hôpital, qui est super bien organisé. Aux États-Unis, il y a tout. Alors, c'est dans les films, il pousse le brancard, c'est génial, c'est emergency, machin, etc. Georges Clooney, et on avance. D'accord. Voilà. Donc, bon, alors nous, on a moins de Georges Clooney, mais on a d'autres choses. Alors, on pousse le malade vite fait, et c'est le scoop and run des Américains. Ça marche toujours au jour d'aujourd'hui. En France, alors vous avez vu qu'en France aussi, on avait ce système avant, même pendant la guerre. C'est quoi? C'est d'amener vite l'hôpital, entre guillemets, au chevet du malade, d'accord? Donc c'est pour ça que quand j'étais en Iran, je voulais leur proposer un système mixte, mais ça n'a pas marché exactement comme on voulait. Mais en tout cas, le système que j'avais proposé, qui s'appelait Novak, d'ailleurs, dit en passant, Neizas Novak, qui est tout Hafez, Esme, Neizaiske, Mukhrebe Albe de Dortaike, Oshresh Peshi, Albe Pesari, Albe Tejista, Albe Pesar, qui يعني نيروية ما نيروية اختراق يعني بدنا نقول نيروية إمداد و كمك میشد نوفاک هم قشنگ بود هم فلش بود هم ساله vite enfin bref on en parlera plus tard l'hôpital vers le malade ou le malade vers l'hôpital d'accord autrement dit qu'on nomme le scoop and run ou le stay and play en France ça c'est des termes américains ils aiment bien faire show off. Donc stay and play, bon voilà, et scoop and run. Ça veut dire qu'on reste sur place et on fait. Par exemple pour Diana, ce qui s'est passé, entre guillemets, puisque c'est un de mes copains à moi qui est allé chercher, etc. Je vous raconterai l'histoire de Lady Diana qui a un peu trop traîné sur le stay and play et les Américains ou les Anglais ont dit vous auriez dû vite l'emmener. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'elle avait rompu les veines pulmonaires donc de toute façon à l'hôpital aussi elle serait morte, malheureusement. Bon voilà, donc en Iran le système américain est de vigueur depuis le début. Pareil, donc, parce qu'on adore les Américains en Iran. Si, tout à fait. Ce sont des Américains qui ne nous aiment pas toujours. Mais en Iran, le système américain est de vigueur depuis le début. C'est-à-dire, c'est aussi adapté aux distances, c'est pas uniquement culturel. Pourquoi? Parce que ce sont des grandes routes, c'est pas des petites ruelles. Aux États-Unis, ils ont des grands centres et ils ont des grosses voitures, ils ont des grosses autoroutes, donc c'est très rapide de mettre quelqu'un et de partir.
Mais alors, n'oublions pas qu'ils ont des paramédics très entraînés aussi, qui ont le défibrillateur, ils peuvent même intuber, ils peuvent mettre... Alors, ils ne mettent pas les médicaments, mais certains autorisés, et ils sont très avancés aussi, ce sont des paramédics, des infirmiers anesthésistes, quoi, en gros. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de supériorité pour les arrêts cardiaques, mais on en parlera. Donc, le manque de médecins, le système de prise en charge, les moyens logistiques et économiques sont les principales raisons de cette division en France et en Iran, comme aux États-Unis d'ailleurs. C'est pour ça que je les ai mis aussi. Le système préhospitalier, les ambulances et les personnels sont dépendants de ces deux systèmes, forcément. Si vous avez un système, on n'a pas assez de médecins urgentistes pour mettre dans les camions, bah, on va faire autrement parce qu'il faut répondre. Donc on va mettre des paramédics. Et ils vont aller vite. Et le système économique, c'est qu'il faut payer ces médecins. Et donc, aux États-Unis, ça coûte très cher. Et en Iran aussi, ça coûte cher. Même si on a voulu faire des réformes pour mettre des médecins vite dehors, c'est pas une bonne idée non plus, parce qu'il faut quand même qu'ils aient de la bouteille et qu'ils aient des connaissances. Mais, en tout cas, c'est un équipement avancé et onéreux. Un SAMU, quand il sort, vous savez combien ça coûte? Ça peut être de l'ordre de 350 à 600 € la demi-heure du SAMU. Du SMUR, enfin qui sort d'ambulance. Ah, il faut le payer. Il y a des ambulances qui coûtent très très cher, qui coûtent entre 300, 400, 500 000 € à acheter. D'accord? Donc c'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'on a les moyens? Bon, alors on dirait les États-Unis ont les moyens, ils pourraient le faire, mais pas vraiment, parce que payer un médecin l'heure, c'est encore plus cher. Donc eux, ça reviendra encore plus cher. Les médecins à bord, pas de secouristes, sauf avec la Croix-Rouge, pompiers, etc. Les secouristes à bord sans médecin, voilà les deux systèmes que je vous ai mis, d'accord? Donc, avec médecin ou sans médecin. Amener le malade vite à l'hôpital ou amener vite l'hôpital au malade, d'accord? Parce que en France, on peut intuber, ventiler, etc. On peut rester 7-8 heures au chevet du malade. Mais bon, avec les pathologies, évidemment qu'il faut en tenir compte, mais... Voilà, alors, système à un ou plusieurs têtes, en France, là c'est un autre problème, j'envisage les problèmes. Il y a le 15, le 18, les pompiers, la Croix-Rouge, l'ordre de maths, etc., la sécurité civile. Bah d'abord, tu es touché au fond. Bon, non. Ça va? Un peu d'eau là pour madame, voyons. C'est l'urgence peut-être, non? Ça va? Bon, alors, on peut parler? Donc en France, vous voyez, il y a la protection civile, la sécurité civile, c'est différent. La protection civile, c'est une association. C'est pas l'État. La sécurité civile, c'est les pompiers, c'est l'État. Derrière, c'est tous les pompiers de France, d'accord? C'est lourd. Alors ensuite, en Iran, qu'est-ce qu'on a? On a le 115, c'est drôle, hein, nous on a le 15, ils ont le 115, les copieurs. Non mais c'est vrai en plus, donc ils ont un centre. Mais je crois, il y a les pompiers aussi, etc. Mais il y a plusieurs têtes que vous voyez. Même en France, ils ont plusieurs têtes. Parfois, ils ne s'entendent pas non plus bien. Et donc, il y a des concurrences. Donc ça, ce sont les problèmes. Maintenant, vous allez comprendre quelques chiffres. Alors ça va être drôle parce que j'ai eu du mal à trouver les chiffres en Iran. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont des chiffres en Iran pour les urgences. Mais il y a ce chiffre la rame بگن واسه اینکه هر چی از ایران بخوایم بپرسیم برای رقم حساسیت نداره واسه اینکه c'est des urgences quoi vous savez mais parce que à partir des urgences on peut peut-être trouver combien vous avez de ceci et vous n'avez pas de cela, est-ce que vous avez des infrastructures, ça peut se terminer à combien d'hôpitaux, donc combien de médecins, etc. Vous commencez à avoir plein d'informations, mais comme on les a des autres pays aussi, de toute façon ça change rien, hein. C'est comme la production de pétrole ou la production d'acier, ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas cacher. Alors, en tout cas, c'est pour le bien des gens. En tout cas, les chiffres, en France, regardez. En 2017, il y a 21 millions de passages aux urgences. En Iran, je vous le dirai. Il y a 2,1% de plus qu'en 2016. Et depuis les 20 dernières années, ça a doublé. On était à 10 millions. On est passé à 21 millions de passages, donc un Français sur 5 c'était à l'époque, 20, bah là ça fait même plus, quasiment un Français sur 3, et je me rappelle très bien quand j'ai commencé, 1 sur 5. Donc 1 sur 3 Français vont passer aux urgences. Vous voyez, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et la médecine d'urgence se concentre à 77% dans les hôpitaux. Là, cette partie-là est très intéressante. 17% dans les cliniques
privé. 98% des SMUR, ça c'est le service mobile d'urgence et de réanimation. Ça veut dire que ce sont les ambulances, les véhicules. Oui. Est-ce que l'offre des services d'urgence a augmenté aussi? Alors voilà, exactement, mais c'est la diapositive suivante. C'est pas au même niveau. Ben, non, justement, c'est tout à fait juste, et tu vas le voir, je l'ai mis en regard. En fait, vous voyez, il y a eu 20... Non mais même vous allez comprendre. Parce que là, ça se passe maintenant. Hein. Il y a les propositions avec la ministre, etc., les urgentistes qui sont en grève, comme on a fait. Donc moi, je connais bien ça aussi. Mais regardez, 21 millions et 10 millions, d'accord? De 96, 2016, ok? Bon. La médecine d'urgence se concentre 70% dans les hôpitaux, ok, aussi. Mais le privé prend une grande part, hein, 17%, 3-4 millions. Et puis regardez ça. Alors 100% des SMUR, bon, ça c'est normal, parce que c'est l'État qui paye, c'est les préfectures qui... dans chaque préfecture, il y a un SAMU. Donc un téléphone 15 qui est relié au 15, mais qui va se dispatcher localement. Là, vous faites le 15 ici, ça va tomber sur 75. Mais si vous êtes à Créteil, vous faites le 15, ça va tomber sur Créteil, d'accord, et ainsi de suite. À Montélimar, pareil. Bon. Mais c'est le 15. Ici, 20% des unités d'urgence enregistrent moins de 15 000 passages, 63% moins de 30 000. En moyenne, on a 29 000 patients par an si on divise par le nombre de services d'urgence. Il y a combien de services d'urgence hospitaliers? 640 structures autorisées implantées dans les hôpitaux publics et les cliniques. Donc il y a 640 structures. Alors, on ne sait pas le nombre d'urgentistes, c'est ça qui serait plus drôle. Le nombre d'urgentistes comme ça, je sais à peu près, c'est 2-3 000. Mais c'est énorme, hein, parce que moi je vois 60 passages dans mon service, 60, par 24 heures. Donc vous voyez, on voit énormément de patients, tout venant. D'accord? Donc vous voyez qu'on n'a pas énormément de travail. Et c'est pour ça qu'il commence à péter les plombs, entre guillemets, ce qui est tout à fait logique quand vous savez que dans les autres pays, c'est pas comme ça, notamment au Canada, etc. etc. Alors, susceptible de poser un risque immédiat pour leur vie ou leur santé, d'accord, les services d'urgence installés au sein des établissements ont pour vocation d'accueillir et de prendre en charge les personnes atteintes d'un traumatisme ou d'une maladie aiguë, susceptibles de poser un risque immédiat, c'est la définition de l'urgence, hein, tout à l'heure, pour leur vie et leur santé. En France, on compte ça, ok, 640, je passe au suivant. Là, c'est encore plus intéressant. Alors, c'est ce que tu disais, Mélanie Jones. Regarde, 95 structures en Île-de-France. 74 moyens aériens pour l'activité SMUR. Il y a 474 ambulances. Il y a 697 véhicules légers, c'est-à-dire des 4x4 ou des voitures. Là, c'est les vraies ambulances. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était 600 et quelques 405 euros la demi-heure. Il tourne 24 sur 24. Hein. Vous voyez l'argent, là? Bon, enfin, on va passer. Le premier service mobile d'urgence de la maison fut créé à Paris en 1956 par Maurice Carra à l'hôpital Necker. Et ça vient de quoi? Parce qu'il y avait des transports intra-hôpitaux, inter-hôpitaux. C'était pas du primaire, c'est-à-dire c'était pas pour des malades qui appelaient. Ouais, c'était des problèmes respiratoires avec des patients insuffisants respiratoires parce que lui, il avait créé une boîte. Et on lui mettait, il essayait une face Miguelette, on a un respirateur, et il prenait une boîte, on était obligé de le mettre dans la voiture pour l'emmener, et donc c'était le début des SMUR, des camions. Et il pouvait aller jusqu'à 200 km autour de Paris. Anecdote de passage, je vous l'avais dit pour le docteur Lascar en 66, SOS médecin, donc il avait une fuite et tout ça, il a appelé SOS plombier, il est venu, et SOS médecin a été créé. Mais c'est bien, hein, il a fait ça pour faire quelque chose de pas mal. Hein. Maintenant, on peut dire qu'ils viennent pour ceci, cela, mais ça, c'était super intelligent. Bon, j'étais dépanné dans le quart d'heure par SOS dépannage. Donc, jugeant que la santé de l'homme valait mieux qu'un simple tuyau de plomb, il est créé SOS médecin. À une époque où le SAMU n'existait pas d'ailleurs. Hein. Alors, statistiques, rapport et stress aux urgences. Alors, il y a le rapport et le stress, je l'ai mis parce que ça devient maintenant une réalité. Regardez. Le nombre de services d'urgence a diminué, passant de 719 à 713 en une année. 719 structures situées dans 641 hôpitaux, cliniques et établissements. 13% de ces 179 établissements ont une spécificité pédiatrique pour les enfants. D'accord? Chacun a accueilli ça en moyenne, pour ceux dont je parle. Un peu moins d'un quart reçoit plus de 40 000 personnes par an. 23%, c'est des grosses structures. Alors, il y en a dans le privé et le public. D'ailleurs, TRAP, on reçoit énormément.
c'est 70 plus 1000, piquet salpêtrière aussi, etc. Moi, quand j'étais à Saint-Louis, on était à 30 000, ça fait à peu près du 100 passages, etc. Donc c'est 100 passages par jour, hein, ces trucs-là c'est énorme. Alors c'est embêtant parce qu'il y a les clochards, etc. associés à tout ça, parce qu'en France la loi c'est que toute personne par terre on l'amène aux urgences. Bon, enfin voilà. 103 SAMU, 399 SMUR, ça c'est le nombre de SAMU. Et on t'assure l'assurance, l'orientation, pardon, la prise en charge préhospitalière et le transport des patients. Ils font un travail dingue. 69 000 lits de moins par rapport à 2003. Voilà la réponse. D'accord? Il y a 69 000 lits de moins. Dans le même temps, le nombre de lits disponibles à temps complet dans les 3046 établissements de santé a suivi une courbe inverse pour s'établir à 399 685, soit 69 000 de moins qu'en 2003. Là aussi, la statistique apporte de l'eau au moulin des médecins qui se plaignent d'avoir du mal à trouver une porte de sortie. Mais c'est la réalité. Hein. Bon, voilà, quoi. Ce sont surtout la capacité d'accueil en long séjour qui ont subi une forte baisse en plus. Les longs séjours passant de 80 000 lits en 2003 à 32 000 lits en 2017. D'accord? C'est le rapport de l'adresse, hein, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, ce sont les chiffres officiels. Et puis, le stress qui existe encore aux urgences, c'est que cette baisse est à mettre en perspective avec une autre tendance lourde. L'organisation hospitalière française, le virage ambulatoire, tout en ambulatoire pour coûter moins cher, etc. Et l'hospitalisation à temps partiel, sans nuit, sans nuitée, et a atteint énormément un total de 75 000 lits en 2017. Donc ils sont passés des moyens séjours, ils ont fait des lits de court séjour. Quoi. Vous rentrez le matin, vous partez le soir. Le nombre de places progresse toutefois plus lentement depuis 2013 pour les ambulatoires. Alors voilà, les chiffres des urgences en Iran maintenant. Alors c'est 41 millions de passages. On est à 82 millions, non? De population. Donc en France, c'est 21 millions. Et là, on est à 41 millions. Alors j'ai eu du mal, mais comme j'ai des copains aux urgences en Iran, je les ai appelés et ils m'ont envoyé les chiffres. Donc, mais bon, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. 11 millions d'hospitalisations. Voilà, il y a 11 millions d'hospitalisations. Et surveillance à UHCD en Iran. C'est énorme. Hein. Parce qu'ils les gardent, on ne sait jamais. Et en Iran, il y a beaucoup de traumatos, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires. 11% de leur propre gré qui sont venus, mais les autres ont été transportés aussi. En pré-hospitalier, j'ai pu avoir les chiffres de 3,7 millions de prises en charge, dont 21% des accidents de la route. Et vous savez très bien qu'en Iran, c'est l'énorme fléau. C'est l'énorme fléau. Sans casque, traverser les routes, etc., etc., etc. Combien de morts? Comment? Combien de morts? Combien de morts? Je ne sais pas, parce que c'est un chiffre difficile à trouver. 39 000 par an. 39 000 par an. Et qui l'a dit? C'est quoi la source? Il reste pas de la source. Ah oui. Ben, malheureusement, c'est ça. Et en On se France, c'est demande si c'est pas plus. 5 000 en France. Comment? C'est la deuxième cause de mort. Deuxième ou première, en tout cas, voilà. Bon, bah, ne nous battons pas. En tout cas, c'est beaucoup. Et en France, comprise. Pardon? Rendez-en comprise. Bon, en tout cas, c'est énorme. Et en France, c'est 3 000 ou 5 000? Pour les accidents de la route, c'est entre 3 et 4 000. Ouais. Il faut... Absolument, ouais. Et en premier, alors t'avais quoi comme chiffre? Accident de la route, c'est Cardiovasculaire. Ouais. Les cancers en troisième. D'accord, oui, ça, le cardiovasculaire ou traumato, de toute façon, c'est les problèmes. Mais le problème, c'est que le traumato, c'est pas. Je sais pas si à Boros John ou à Roy, c'est pareil qu'à Téhéran, les statistiques. Mais enfin, passe. 3,7 millions de prises en charge, dont 21% des accidents de la route. C'est quand même énorme, hein, ça fait. Alors attends, d'ailleurs, tu me dis ça, 3,7 millions, dont 21%, ça fait quoi? 21%. 700 000. Ouais. 700 000, c'est ça? À peu près. 2 fois 3, 6. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près 700 000. En conclusion, résumé. Alors, ça, ma conclusion, résumé est un peu longue, mais c'est le plus intéressant. Ne vous inquiétez pas, il y a encore 50 slides. Non, je plaisante. Alors, presque absent dans la grande majorité des pays industrialisés durant les années 60. Les services médicaux d'urgence se sont rapidement développés. D'accord? 5 postes de secours, on a vu les guerres. Bon, on passe. Aujourd'hui, un secours rapide quand même, et disons qu'il y a vraiment une avancée énorme quand même dans toutes les spécialités, dans les services d'urgence aussi. Et donc il y a beaucoup de gens sauvés quand même, il faut le dire.
Ensuite, tous les pays, l'augmentation sans précédent du nombre d'accidents de la route, les accidents liés à l'industrialisation, le mode de vie. Je ne parle même pas des suicides et tout ça qui ont augmenté. Donc vous voyez, il y a les modes de vie qui vont jusqu'au stress, pas mal de choses, des problèmes psychiatriques que vous connaissez aussi, on a des collègues, les maladies cardiovasculaires, accidents de travail, accidents de la rue, etc. On a été obligés de faire des services préhospitaliers et obligés d'avoir des services d'urgence. Sinon, on ne pouvait pas avec l'accroissement de la population, avec l'ancien système de médecins qui connaît un autre, etc. Les progrès de la médecine d'urgence aussi, l'avènement des systèmes sophistiqués des télécommunications, vous voyez, avec les WhatsApp, les machins, envoyer des électrodes, c'est beaucoup plus facile. Et l'amélioration des transports aussi, donc ça a développé les urgences. La médecine militaire, elle a été pionnière dans les pays européens surtout, et nous avons copié en Iran un des systèmes aussi pionniers des pays européens pour les urgences. Mais nous avions aussi nos propres urgences différemment, mais c'était beaucoup plus, si vous voulez, entre guillemets, relax. Là, avec la pression de la population, tout ce que je vous ai expliqué, c'est évident. Alors les bombardements, les défenses passives, toutes ces choses-là ont amené des structures et des organisations militaires. Et les civils, ils ont copié un peu les militaires. Donc ils ont fait un centre d'appel, aller à l'avant, aller à l'arrière, etc. Accélérateur technologique des guerres. C'est un rôle d'accélérateur technologique des guerres, et donc particulièrement manifeste dans les secours d'urgence. Et le problème que confrontera bien des gouvernements génies sera de transposer à l'univers civil ces acquis militaires. En conséquence, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes entre les pompiers, la police et les médecins. Parce qu'on devait transposer le militaire, et ils ne voulaient pas lâcher. Évidemment, c'est un pouvoir aussi d'aider, et c'est toujours bien d'aider, etc. Bon, voilà. Donc en conséquence, dans chaque pays, on peut se rendre compte que le développement des services médicaux d'urgence constitue une réponse particulière, déterminée par les conditions historiques. C'est ça que je voulais vous dire surtout, culturelle et géographique de chaque région concernée. Les épidémies et les accidents ne sont pas à négliger. 3 variables lourdes, et ça je le tiens des Canadiens qui ont vachement bien résumé ça, regardez, c'est très bien fait. Ces 3 variables lourdes semblent conditionner particulièrement la couleur locale que prendra un système d'urgence. Et là, c'est ce qu'il faut retenir, c'est comment on va faire pour l'avenir, pour améliorer les choses. Et dans un territoire donné, il y a 3 variables qui disent. La volonté d'envoyer un médecin sur les lieux d'un accident. C'est d'une volonté, parce que vous, si vous avez un problème, vous avez envie qu'il y ait un médecin qui vienne. Hein, on est tous d'accord. Vous n'avez pas envie que ce soit un paramédical qui vienne, vous avez envie. Il arrive quelque chose ici, vous avez envie d'avoir un médecin à votre chevet. Ok ? Bon. La densité du peuplement d'un territoire et le niveau d'implication des gouvernements centraux qui apparaissent comme des dimensions absolument cruciales à considérer. Est-ce qu'ils sont impliqués ou pas? Et ça, dans chaque pays, ces 3 choses-là, si vous les regardez, vous allez, pour un ministre de la Santé, c'est ça. Il faut qu'il sache ça, et les techniciens doivent faire ça. En gardant à l'esprit toutefois que c'est la mise en œuvre d'un dispositif d'ensemble. Et ça, c'est le point fondamental. Parce que si vous avez l'argent, vous pouvez faire les 3 premiers. Mais regardez, en gardant à l'esprit qu'il faut que ça soit bien coordonné, quelles que soient les stratégies particulières qui sont utilisées, la meilleure garantie, j'ai mis, d'efficacité de tout système visant à secourir les victimes d'accidents routiers ou autres, c'est la coordination avec j'ai ça, qu'est-ce que tu peux faire, et que là-bas c'est prêt, et que dès que ça arrive, il faut que ça tourne comme du papier musique, quoi. On ne peut pas attendre, d'accord? Quelques idées, réflexions, maintenant analyse, parce que conclusion c'est bien, mais enfin bon, moi j'ai envie de proposer des choses. Pour la France et l'Iran dans le domaine des urgences. Alors j'ai mis, en France, le stay and play est une règle parfois rigide, qui vient de loin, culturellement on l'a vu. Vous avez vu, ça vient de loin ça. Parlons, mais aussi des situations contiguës des villes. Paris, c'était pas les grandes routes, avec Haussmann qui a voulu faire ça, mais rappelez-vous, hein, même pour tirer sur la population en temps de révolte, et ben, il fallait qu'on tire droit, donc il fallait faire des grandes routes. C'est une des raisons pourquoi Haussmann a fait des grandes routes aussi, pas que ça, mais bon, l'étoile comme ça en rond, la place d'Opéra, c'est là qu'il y a eu l'attentat aussi, avec Napoléon III, etc. Donc n'oublions pas toutes ces choses-là, ça l'a énervé, ils ont voulu faire des grandes routes. Donc le stay and play, c'est parce qu'il y a des petites rues à Paris, hein. Même maintenant le SAMU au Halles, il y a du mal à y aller. Donc un système mixte, c'est ce que je propose, moi, serait possible pour diminuer le coût et les interventions. Il ne faut pas être rigide, il faut aider, s'aider entre eux, les pompiers, la Croix-Rouge, etc., une coordination avec les médecins. Ils vont le faire petit à petit, ils le font parce que c'est logique ce que je dis.
Mais il faut qu'il y ait un système mixte. Parfois, il faut envoyer des paramédics. Parce que moi, j'ai vu à Londres quelqu'un qui est venu à la London Ambulance Service, il a en vélo. Bah, allez dire ça à Paris, ils vont dire mais oui, mais en vélo il va avoir un accident, c'est quoi son droit de chômage, etc. etc. Bon, on va patauger pendant 3 heures dans l'administratif, alors qu'il y avait une petite dame qui était tombée juste, et il est venu, il a fait un pansement devant mes yeux, moi je suis resté, j'ai filmé, etc. Je regardais, et il a dit bon bah demain you will go to the department, emergency department, you will see your doctor and it will be very fine, don't worry, etc. etc. Il est parti. Bah en France c'était les pompiers, la vieille dame dans les trucs des pompiers, et on l'emmène à l'hôpital. Et du coup, les pompiers, dans les îles aujourd'hui, ils nous critiquent en disant qu'on a des taxis du SAMU. Ils n'ont pas tort non plus, mais bon, il faut, vous voyez, il y a de tout. Donc j'explique simplement qu'un système mixte serait intelligent. Je l'ai dit en Iran dans l'autre sens, parce que l'Iran c'est plutôt scoop and run, c'est-à-dire on met le bonhomme, et d'abord les paramédics, ils se forment eux-mêmes sur le tas, et ils mettent les gens, je les ai vus aussi, moi je me balade. Je me balade et je vois comment, à chaque fois il y a des urgences devant moi en plus, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai vu un gars venir, il y en a un qui tenait la perfusion comme ça, c'était un gars qui était un peu bourré à mon avis par terre, donc déjà, c'est vrai en plus, donc il était là avec son truc, son pied de plate à la main, l'autre qui essayait de l'enlever, de le mettre dans l'ambulance, il était venu avec une petite moto, bon, on parlera de la moto en 2 secondes. Et le scoop and run américain est une imitation culturelle, mais qui vient également de la situation psychologique et historique de l'Iran, mais aussi de la géographie du pays, d'accord? Ça, c'est une organisation coordonnée entre les secouristes, qui sont très valeureux, j'ai mis, et des professionnels urgentistes seraient les deux, pour les 2 pays, ça serait très utile. Alors je le dis, bon, après on en fait ce qu'on veut, on n'a pas le pouvoir ici de changer les choses, hein, mais ça serait super intéressant que les gens, ils fassent un système mixte. C'est super bien. Un engagement réel des pouvoirs publics pour l'Iran afin de former des urgentistes en gestion des catastrophes est une urgence et une priorité. Hein. Donc c'est une priorité absolue parce qu'on ne se rend pas compte sur quel puits de feu est exactement situé Téhéran et qu'une explosion de gaz ou des explosions pétrolières peuvent anéantir complètement, sans compter les tremblements de terre, etc., qui peuvent être très très graves en Iran. Et donc on n'a pas la structure complète centralisée. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, quelques idées encore, des véhicules légers de type motomédicalisé que j'avais inventé, je les ai proposés là-bas pour aller plus vite, notamment à Téhéran. À Paris aussi, je l'avais proposé. Au Japon, j'avais un accueil formidable pour les Jeux Olympiques qu'ils vont avoir. Mais raisons économiques, raisons de formation, des lobbies, des systèmes politiques, c'est-à-dire que c'est uniquement la politique qui m'empêche de le faire à Paris. Donc je le dis tout net, c'est pas un problème puisqu'on va arrêter notre société de moto médicalisée, mais c'est une idée assez intéressante. Et puis j'ai eu des idées aussi de drones d'urgence équipés de défibrillateurs, des bouées de sauvetage pour les noyer, des porteurs d'eau en cas d'incendie. Je vous donne une idée très simple. Il y a des drones pour foutre des bombes partout en Afghanistan ou ailleurs, au Yémen. On m'a coupé, ça y est, j'ai parlé trop. Non, non. Alors, des drones qui pourraient venir l'eau de la Seine, le prendre, le monter et l'emmener, balancer ça sur Notre-Dame, ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est peut-être idiot, mais c'est une réalité à peut-être réfléchir. Ils peuvent descendre, les Canadiens font exactement la même chose. Il y a la technologie pour le faire. Ensuite, donc l'apprentissage des gestes d'urgence dans les écoles. En France, on est loin de la Suède ou de la Finlande, encore une fois. L'hygiène, l'AVP et l'arrêt cardio-respiratoire. C'est tout. Il faut leur montrer comment on fait pour ne pas avoir d'accident de voiture, ou si quelqu'un est là, vous compressez, vous faites ça. L'arrêt cardio-respiratoire, hier, j'ai formé les infirmières. Et l'hygiène. Et ben, les 3, pour la France et l'Iran, ce serait top. Et là, on en sauverait des dizaines et des dizaines. Là, c'est la moto que j'avais créée. Je fais un peu ma pub. Donc ça, c'était la moto médicalisée. On l'a prêtée au SAMU de Paris. On a commencé en 2011. On a fini là. On a fait une étude à la Rigoisière. On a fait une étude qui a montré, qu'on a publié à l'ESEM, l'European Society of Emergency Physicians, là voilà, ça, à la SFMU. Malheureusement, c'est une question politique, donc ils n'ont pas la capacité de faire ça, ils n'ont pas une ligne pour faire ça. Mais je vous explique, c'est une moto médicalisée avec tout l'équipement qui est en binôme, un médecin derrière, un pilote professionnel qui peut aider,
et pour arriver dans les trafics denses ou des endroits difficiles d'accès. Par exemple, à Monaco, ou au Japon, ou à Paris, au Halles. Donc Pierre Carly, qui m'avait soutenu, etc. au départ, ils n'ont pas avancé là-dessus. Donc on a essayé d'en parler au président de la République, au ministre de la Santé, etc. Je ne suis pas trop à me mettre en avant tout le temps, à aller taper dans les portes, mais je n'abandonnerai pas l'idée, même si on ne l'a pas fait. Un jour, elle se fera et elle est en train d'avancer. Les Anglais, ils ont une moto, les Allemands ont une moto, mais ce sont des motos à une personne. C'est une erreur. Les Israéliens ont une moto, c'est un gars qui fait ça tout seul pour les lever. Mais mon idée, c'est deux, parce qu'on ne peut pas en même temps conduire et soigner. Si vous faites la conduite pour aider votre maman qui est en train de faire un infarctus, vous allez faire un accident vous-même. Donc vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain parce que vous penserez que c'est une mauvaise idée. Donc il faut qu'il y ait deux personnes. En plus, pour aider sur un arrêt cardiaque, être tout seul, c'est un peu enquiquinant. Donc vous voyez, on avait tout, l'oxygène, le défibrillateur, on peut rester 8 heures. On a une autonomie avec des Honda, des 1800 cm3, on a aussi des GS 1200. Et là, le PDG de Piaggio m'a demandé d'en faire un avec une MP3, donc je suis en train de travailler ça. Regardez, chez nos voisins, eux, il n'y a pas de problème, eux, ils peuvent le faire. Nous, il faut qu'on discute. Regardez les vélos. Bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être des cours de moto pendant les formations d'urgentistes. Alors, tous les Les pilotes, urgentistes qui passent des stages de moto. j'ai fait signe, non, parce que les urgentistes ne conduisent pas. Ils sont derrière. Eux, ils ont fait des études pour soigner. Le gars qui est devant, il fait des études pour conduire et aider. J'ai signé avec la préfecture, avec la formation de la gendarmerie nationale, une avec Raymond Loiseau aussi qui m'a aidé beaucoup, etc. On a fait une société. Ils sont tous formés pendant tous les ans à ne pas faire d'accident et tous les motards ont 10 ans de pratique sans accident. Et donc on a fait notre étude sur 200 sorties, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de stress, on a mesuré le stress, on a mesuré le pouls, on a tout fait. Et c'était une très bonne idée, mais c'était, bon, malheureusement, la philosophie, c'est la dernière slide, je crois, c'est que, écoutez, il y a la philosophie de gestion et la philosophie d'humanité. Et ça, ils se battront toujours de toute façon, ça ne va pas s'arrêter là. Et voilà, merci beaucoup, et puis excusez-moi d'avoir été long. C'était très